Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la matinale de nos infirmiers que nous avons voulu intituler « Du cure vers le care, vers un changement de paradigme en santé publique ». Nous avons d'éminentes personnes qui sont venues nous rejoindre aujourd'hui, qui vont participer au débat et agiter les idées. En tout cas, on sait bien qu'on doit passer vers un virage préventif en France pour améliorer certains indicateurs. On sait qu'on a une espérance de vie très longue en France, mais ce qu'il faudrait finalement arriver à faire, c'est arriver vers une expérience de vie en bonne santé plus longtemps. Et donc, ça veut dire passer d'un système curatif à un système préventif. Et donc, soigner, prendre soin. Et donc, ça ne concerne pas que les personnes en bonne santé, mais également les personnes sur lesquelles on a repéré des fragilités ou des personnes en ALD. Les infirmiers jouent un rôle essentiel parce que je suis le seul infirmier autour de la table, beaucoup de médecins, et pour rappeler que nous sommes présents sur 99% du territoire et qu'on joue un rôle clé au quotidien, en proximité des plus fragiles vers les personnes en ALD, et que donc on est ce facteur-là qui va nous permettre de faire évoluer. D'autres avancées très récentes dont on a parlé, la création du statut d'infirmier référent dans la PPL Valtou, qui concerne que les personnes en ALD, mais on sait que mécaniquement, le chiffre augmente sans discontinuer et qui n'ont pas de médecin traitant à date. Bien entendu, un des principaux facteurs de santé publique en France et dans le monde, ça reste la vaccination. Et depuis très peu, août dernier, la France, les infirmiers français ont la capacité de prescrire et d'administrer aux personnes de plus de 11 ans des vaccins. Et puis, la nouveauté, finalement, depuis très peu de temps, mais qui prend encore cette année, c'est l'inclusion des infirmiers dans les rendez-vous aux âges clés de la vie, de la prévention. Et donc, ce sont des questions qui sont essentielles. On voit bien qu'on est sur la bonne voie pour aller plus loin dans ce système-là et de transformation du système. Et donc, finalement, maintenant, il faut qu'on y aille. Donc, c'est pour ça qu'on a réuni les acteurs aujourd'hui. Donc, on a Franck Chauvin, qui est président de l'instance de réflexion stratégique pour le développement des soins palliatifs, auteur du rapport « Dessiner la santé publique de demain », que je remercie d'être présent. Jean-Jacques Coapplet, qui va nous parler de l'opérationnel, qui est directeur général de l'Agence nationale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et référent santé publique au sein du collège des directeurs généraux d'ARS. Et Pierre Verger, directeur de l'Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a notamment travaillé sur l'hésitation vaccinale et le nécessaire accompagnement des infirmiers. Voilà, on va essayer de balayer tous ces sujets-là en même temps très contraint, mais Pierre Verger, les infirmiers peuvent-ils jouer un rôle pour améliorer la couverture vaccinale de la population et comment ? Merci, Monsieur le Président, pour cette question tout à fait importante. Je vais avoir une réponse par étapes, si vous le permettez, mais je vais tâcher de rester concis néanmoins. Bon, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que c'est d'ores et déjà une orientation forte des autorités sanitaires que d'élargir et de renforcer le rôle des infirmiers et des infirmières dans la vaccination de la population. En témoignent 2 décrets qui ont été publiés en 2022 puis en 2023 qui permettent aux infirmiers, vous l'avez rappelé, de prescrire des vaccins, la majorité des vaccins, à condition que ces vaccins soient destinés à des personnes de plus de 11 ans. Mais cette dynamique, elle avait déjà été lancée, à vrai dire, depuis quelques années, avec la possibilité pour les infirmiers de vacciner contre la grippe saisonnière sans passer par un médecin. Et puis, elle s'est encore renforcée pendant la pandémie de Covid-19 où un rôle important a été dévolu aux infirmiers dans la vaccination, dans le cadre notamment des centres de vaccination. Alors, ces évolutions-là qui concernent la profession infirmière, pas que d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres professions en dehors des médecins qui sont concernées, elles s'appuient sur 2 nécessités. La première, c'est celle de simplifier le parcours de vaccination, et c'est une tendance qui a été lancée il y a quelques années déjà, puisqu'on constatait que ce parcours était suffisamment complexe pour dissuader un certain nombre de gens de se vacciner. Notez bien que ces questions d'accès à la vaccination
ont été en quelque sorte à nouveau mises en avant et reconstatées durant la campagne de Covid et suscité d'ailleurs des campagnes d'aller vers les personnes précarisées en difficulté pour accéder au vaccin. La seconde nécessité, c'est aussi celle du contexte de la démographie médicale avec une baisse de l'offre médicale, du nombre de médecins, notamment de médecins généralistes, mais pas que. Et donc la réponse des pouvoirs publics est d'essayer de faire en sorte que d'autres professionnels de santé puissent accomplir un certain nombre de tâches qui étaient réalisées quand même essentiellement par les médecins jusqu'ici, et qu'ils ont de moins en moins le temps de faire compte tenu de leur charge de travail dans le contexte d'une faible offre de médecins, pas partout, mais quand même dans de plus en plus de territoires. Et ce sont précisément d'ailleurs les tâches de prévention auxquelles les autorités ont pensé, et notamment la vaccination. Alors, dans votre question, il y a les infirmières et les infirmiers peuvent-ils le faire? C'est à ça que je vais essayer de répondre et vous verrez qu'il y a un certain nombre d'atouts, il y a quand même aussi quelques questions. Alors, parmi les atouts, moi j'en relève plusieurs. Et la toute première chose, c'est que les infirmiers et les infirmières entretiennent une relation de proximité avec les patients. Et notamment, ils font partie des rares professions de santé maintenant, c'était le cas un peu plus avant des médecins, mais beaucoup moins maintenant, qui se déplacent auprès des populations jusqu'à aller dans leur domicile. Donc on peut imaginer que ce type de lien de proximité, il contribue à entretenir, alimenter un lien de confiance. Et dans le domaine de la vaccination, ce lien de confiance est quelque chose d'extrêmement important entre le professionnel de santé et le patient. D'autre part, c'est aussi une profession qui est porteuse de valeurs d'écoute, d'empathie, d'attention vis-à-vis des patients, ce que l'on a l'habitude d'appeler le care, pour utiliser un terme anglais, c'est-à-dire le soin, en quelque sorte, dans sa dimension humaine. Et en fait, ces valeurs-là, elles sont essentielles lorsque des professionnels de santé ont affaire à des patients qui hésitent ou qui sont même réticents par rapport à la vaccination. Et puis enfin, et je crois qu'il faut noter aussi que c'est très important, cette profession, elle est quand même largement favorable à la vaccination. Et une étude que nous avons faite avec le Conseil national de l'ordre des infirmiers de cette année, en début d'année, et auquel 19 000 infirmiers, c'est assez remarquable, ont répondu, montre que les 3/4 des infirmiers considèrent que les bénéfices des vaccins sont largement supérieurs à leurs risques éventuels et que 80% estiment que la vaccination est essentielle pour contribuer à la protection de la population. Donc on a des éléments extrêmement positifs et des ingrédients, des valeurs qui font que effectivement la profession d'infirmier et des infirmières est bien placée pour s'engager de façon plus large encore dans la vaccination de la population. Par contre, il faut quand même noter, parce qu'il faut quand même regarder les choses en face, que dans cette enquête que nous venons de réaliser, il y a seulement 4 infirmiers sur 10 qui considèrent être suffisamment formés et préparés pour aborder les questions de vaccination avec des patients qui hésitent ou qui sont réticents à la vaccination. Et ces chiffres sont d'ailleurs assez proches entre les infirmiers libéraux et les infirmiers salariés. Donc c'est quelque chose qui devrait être pris en compte et notamment susciter la mise en place, bon, je pense que ça a commencé d'être fait d'ailleurs si j'ai bien compris, mais de démarches d'accompagnement, mais peut-être qu'on verra ça dans un autre temps. Moi, si vous permettez, Monsieur le Président, je voudrais aussi rajouter une autre question complémentaire de celle que vous avez soulevée. Est-ce qu'ils peuvent? Mais l'autre question, c'est est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent rentrer plus largement dans cette implication, dans l'engagement vis-à-vis de la vaccination?
Et il faut bien voir que cette proposition qui est faite par les pouvoirs publics est extrêmement constructive et positive parce que finalement, elle envoie un signal qui est très encourageant aux infirmiers puisque c'est une forme de reconnaissance des infirmiers, de leur profession et de leur rôle. Et effectivement, ça répond, en tout cas au moins en partie, à un autre constat qu'on peut faire dans l'étude que j'ai déjà mentionnée, dont je répète qu'elle a été faite auprès de 19 000 infirmiers, c'est que 7 infirmiers sur 10 regrettent leur manque de reconnaissance de leurs compétences, soit sur leur lieu de travail, soit dans leur bassin d'exercice, dans leur territoire d'exercice. Donc, on voit bien que cette proposition, elle peut aller dans le sens des infirmiers, mais par ailleurs, sont-ils prêts à accepter un surcroît de travail que pourra impliquer l'engagement dans la vaccination? C'est une question qui peut se poser au vu des réponses qu'ils ont apportées sur des questions qui portaient sur leurs conditions de travail et où je note que 8 sur 10 ne sont pas satisfaits de leur rémunération et 4 sur 10 ne sont pas satisfaits de leurs horaires de travail, c'est 5 sur 10 chez les libéraux. Donc ces résultats-là questionnent un petit peu la possibilité des infirmiers d'accepter ces nouveaux engagements, ces nouvelles responsabilités, enfin en tout cas cette extension de responsabilité, et ce sont des choses qu'il faut avoir en tête pour répondre à la question que vous soulevez. Merci Pierre, merci pour l'instant l'enquête n'est pas encore, l'article n'est pas encore publié et donc on le fera suivre dès qu'on l'aura. Je vais bouleverser la prise de parole parce que Franck Chauvet nous a signalé qu'il avait un impératif pour l'avenue Duquesne et donc moi je voulais quand même, parce qu'il a beaucoup travaillé au Conseil de la santé publique également avant ses rapports et ses nouvelles fonctions, finalement, est-ce que vous pouvez nous porter une vision globale? On est rentré par l'acte de la vaccinale sur le rôle, l'implication et au-delà de ce qu'a dit Pierre, des infirmiers dans la santé publique et dans l'évolution du système, bien entendu. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette invitation et effectivement, la santé publique nécessite de regarder dans le rétroviseur, parce que c'est dans le rétroviseur que souvent on trouve les réponses pour ce qui va se passer dans les 5, 10, 15 prochaines années. Or, si on regarde dans le rétroviseur, l'essentiel de notre système de santé, tel qu'il est organisé, et on le sait en France, qui est un système d'abord très curatif et très hospitalier, l'essentiel de notre système date des années 70. La dernière grande réforme hospitalière, après c'est des ajustements, mais la dernière forme structurante, c'est les années 70. Années 70 d'une France qui est une France jeune, qui est une France qui a des maladies aiguës, qui est une France qui a une voiture, et vous allez voir pourquoi je dis ça, donc qui se déplace facilement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le modèle industriel et on crée des... Alors, ne le prenez pas mal, on crée je vais faire très attention, mais des usines à soigner qui appliquent le modèle industriel aux soins. C'est-à-dire, c'est la taylorisation des tâches, c'est le contrôle qualité, c'est etc., etc. Et quand on reprend, d'ailleurs, on a pris à l'aéronautique le contrôle qualité à l'hôpital, etc. Le problème, c'est qu'on est en 2030, bientôt, avec une France qui a vieilli, qui est saturée de maladies chroniques, et on a rappelé le taux d'augmentation des ALD, mais des maladies chroniques, etc. Et d'ailleurs, une France qui se déplace moins, parce qu'on n'a plus de voitures, etc. Enfin, une partie de la population, notamment celle qui est malade. Et donc, ces grands centres de soins qui étaient en périphérie de nos agglomérations, parce qu'en fait, comme on avait besoin de place, on a déserté les hôtels-dieux et on a créé ces grands centres de soins en périphérie. Et en fait, notre système n'est plus du tout adapté. Et donc, en fait, on est dans une phase d'adaptation de notre système. Alors, si on prend la profession des infirmiers, on peut regarder ce qui se passait du temps de Florence Nightingale, par exemple, mais sans aller aussi loin, on voit la progression. Et si on regarde ces dernières années, qu'est-ce qu'on a? On a la création des infirmières de pratique avancée, la création des infirmiers de pratique avancée, la création des infirmiers de pratique avancée, la création des infirmiers de pratique avancée, la création des infirmières 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 de pratique avancée, la création des
d'une discipline de sciences infirmières reconnue à l'université, c'est pas rien. On a maintenant, et ça a été rappelé, l'évolution sur la vaccination, etc. Et on peut faire le pari, puisqu'il y a cette évolution sur plusieurs dizaines d'années maintenant, que ce n'est pas terminé. Et l'évolution n'est pas terminée, c'est une certitude. Et les autres professions, dont les médecins pourront bien s'arc-bouter, faire tout ce qu'ils veulent, de toute façon, la dynamique est enclenchée. Pourquoi ? Parce que si l'on veut répondre aux besoins de la population, maladie chronique qui nécessite d'être pris à proximité du domicile, si l'on veut répondre aux impératifs budgétaires, contraindre autour de 12% du PIB les dépenses de santé, eh bien, de toute façon, on n'a même pas le choix. On n'a pas le choix que de mobiliser massivement des professionnels à proximité du domicile, des professionnels dont on n'a pas besoin de mobiliser une expertise médicale à tout moment, c'est pas vrai. Et pour une grande part, notamment pour les maladies chroniques, les infirmiers ont une porte vraiment extrêmement ouverte. Et on le voit sur la fin de vie dont je m'occupe en ce moment, mais on le voit à peu près dans tous les secteurs. Et il me semble qu'il faut voir l'évolution de votre profession dans cette dynamique qui, me semble-t-il, et ça a été rappelé, est une dynamique favorable. Et moi, je veux bien prendre le pari que des textes sortiront qui vous donneront de plus en plus de responsabilités. Et parce qu'on en a besoin, et la population en a besoin, et qu'il s'agit de répondre à ces besoins de la population. Donc voilà, j'ai vraiment cette alors après, je peux me tromper, hein, mais vraiment, quand on voit cette évolution, elle est extrêmement impressionnante. Moi, je trouve qu'elle est rapide, contrairement à ce que vous pouvez penser. Mais enfin, quand même, on fait évoluer un système dont l'enveloppe est autour de 250 milliards d'euros par an. Enfin, c'est quand même c'est un navire qui est plutôt un gros navire, donc ça se manie difficilement. En revanche, l'évolution est certaine. Et donc, moi, je ne peux que vous inciter à engager la réflexion de ceux qui me connaissent, savent que j'emploie souvent l'expression, c'est le coup d'après, quoi. C'est quoi l'étape d'après ? Et je pense qu'il y a une nécessité de travailler sur un système qui va se modifier très fortement, réinvestir le domicile, réinvestir les collectivités territoriales, parce que c'est là que sont les besoins de la population et que, si vous voulez, l'expertise qui est dans ces grands centres de santé est une expertise de recours et qui devrait se limiter à une expertise de recours. Et certainement pas à la prise en charge au long cours de patients à qui on oblige de faire des navettes, etc., quand les directeurs d'hôpitaux ne font pas payer le parking qui permet de laisser à peu près 15 € par jour pour les gens qui viennent visiter, ce qui est quand même paradoxal, hein, ce que ne fait pas Ikea et ce que ne fait pas Leroy Merlin. Cher Franck, vous êtes un professeur d'université, vous avez noté la CNU. Je pousse très fort pour modifier ma profession et j'ai obtenu beaucoup de textes. Pierre a fait allusion à ça. Vous avez parlé de la CNU, donc la formation, comment ? Parce qu'il va falloir des textes pour à la fois modifier les contours réglementaires et législatifs de la profession, mais également la profession à la CNU et son évolution par la formation. Oui, alors, moi j'ai une conviction aussi, et là c'est à titre personnel, mais là encore je ne vois pas comment ça pourrait... Je pense qu'il y a urgence à universitariser la formation de votre profession, l'intégrer dans un corpus de formation universitaire, dont les médecins, mais aussi les autres. Et je trouve que la réticence de certains à cette universitarisation, d'abord, ne fait que retarder un mouvement qui est déjà enclenché. Et d'autre part, je n'en vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Parce que je pense que vous avez tout à bénéficier, enfin, vous avez à bénéficier, mais tout le monde a bénéficié d'ailleurs de cette universitarisation. Et pour avoir mis dans mon université en place le service sanitaire, je me suis rendu compte que les réticences étaient en fait des deux côtés, à la fois médical et du côté infirmier. Mais la deuxième, troisième année, c'était fini.
et on avait des gens qui intervenaient ensemble, qui travaillaient ensemble. Et c'est ça l'avenir. Enfin, je veux dire, ce sont des équipes de soins qui interviennent, et notamment, on va avoir besoin d'équipes de soins primaires dans lesquelles les infirmiers ont bien sûr un rôle majeur. Mais simplement, il faut que la formation, me semble-t-il, soit sur un lieu de formation, d'échange, etc., qui permette d'évoluer plutôt que de le cantonner un peu comme c'est le cas actuellement. Donc, je caricature un peu, m'en veuillez pas, mais voilà. Non, mais l'interprofessionnalité et la proximité, la connaissance du territoire, finalement, les Chinois-Manca, les EPTS, pour l'exercice. Oui, alors, quand on fait le panorama du système de santé, il y a plusieurs chaînons manquants. Effectivement, l'interprofessionnalité, il faut que ça devienne autre chose qu'un mot, c'est-à-dire que ce soit vraiment sur le terrain, mais c'est en cours de route. Hein. C'est là aussi, le mouvement est enclenché. Et c'est ce qu'on a proposé pour la fin de vie. Nous, on pense même qu'il manque un type d'établissement qu'on a appelé pour la fin de vie, ce qu'on a appelé les maisons d'accompagnement, qui sont en fait des établissements relais entre les centres hospitaliers, qui doivent être des centres de recours, et le domicile, quand ce domicile n'est plus possible. Et là encore, votre profession a un rôle majeur à jouer dans le fonctionnement de ces établissements qui devraient être créés dans le cadre de la fin de vie, mais qui devraient pouvoir s'élargir à d'autres secteurs. Effectivement, beaucoup d'occurrences d'infirmiers dans ce rapport. J'ai pu vérifier par moi-même. Contrôle F marche très bien. Et c'est vraiment une réalité. Et ça fait plaisir, très clairement, mais c'est aussi un enjeu de transformation, puisque Pierre l'a dit également sur la formation. Et vous l'avez confirmé, il faut qu'on amène de la compétence et de la connaissance. Et donc ça, c'est un sujet aussi d'avenir. Simplement, peut-être un dernier mot. Alors, effectivement, il y a des discussions de rémunération, etc. Moi, je ne pense pas qu'il faille les mettre au premier plan, parce que ça suivra, forcément. Et donc, il me semble qu'il faut passer du temps sur la définition des tâches, sur l'interprofessionnalité, ce que c'est qu'une équipe de soins primaires, etc. Comment ça fonctionne, comment c'est valorisé, etc. Et le reste suivra. Vraiment, je pense. Il y a une autre profession qui est dans le même cas que vous, ce sont les pharmaciens. Et depuis qu'effectivement, il y a eu cette évolution, on voit que là aussi, la machine est enclenchée. Et ça va devenir des points focaux de santé, si on peut dire comme ça, probablement sur les territoires. Merci beaucoup. Si vous voulez partir, Franck, je sais que vous êtes attendu au ministère, désolé, et on a un peu calé. Je crois qu'on a reçu le timing. Et donc, impeccable. Je suis désolé pour Jean-Jacques qui devait intervenir avant moi, mais voilà. Je suis désolé de griller la politesse. Mais le docteur a toujours la primauté sur le fonctionnaire. Non, c'est toujours pas du tout. Non, mais en tant que deux spécialistes de la santé publique, je vais me retourner vers Pierre parce que quand on parle de vaccination, il y a un sujet qui est prégnant. Et pour le coup, Franck ne pourra pas dire le contraire, c'est vraiment la question de l'hésitation vaccinale. Et ça, c'est également un sujet de formation. Donc je reviens un peu en arrière. Pierre, si tu peux en parler un peu, parce que c'est un sujet où les derniers chiffres qu'on a eus, que ce soit HPV ou que ce soit la campagne pour la grippe, là actuellement, on est vraiment sur des chiffres catastrophiques. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Et ça, qu'est-ce que tu nous en dis, toi, Pierre, avec cette étude qu'on a réalisée plusieurs fois, puisque ce n'est pas la première qu'on travaille ensemble là-dessus? Alors, l'hésitation vaccinale, effectivement, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un certain nombre de gens qui refusent de temps en temps certains vaccins, mais pas qui refusent le principe de la vaccination. Ils refusent certains vaccins parce qu'ils se posent des questions sur leur sécurité, sur leur efficacité. C'est ça l'hésitation vaccinale. C'est pas un rejet radical de la vaccination, en fait. Et souvent, ce terme d'hésitation vaccinale, il est confondu avec l'opposition vaccinale, alors que ça n'a rien à voir. L'opposition vaccinale, c'est une posture je dirais, assez radicale, voire presque militante pour un certain nombre de gens. L'hésitation vaccinale, moi je dirais que ce sont des questions que se posent beaucoup de gens. En réalité, on se rend compte de plus en plus maintenant, quand on fait des études, qu'elle est fort répandue, qu'elle est presque banale en quelque sorte, parce que les gens croisent des sources d'informations dans lesquelles des informations fausses ou anxiogènes figurent. Et donc, ça met des doutes dans leur tête. Alors, cela dit, de ce point de vue-là, quand même, la situation semble s'améliorer.
Quand on regarde, par exemple, les enquêtes du baromètre santé que réalise l'Agence Santé publique France depuis maintenant le début des années 2000, alors je ne vais pas remonter jusqu'aux années 2000, mais quand on regarde entre avant la pandémie et après la pandémie, avant la pandémie, il y avait environ un quart des Français qui se disaient défavorables à la vaccination en général. Ça ne les empêchait pas nécessairement de se vacciner, hein, mais ils avaient ce sentiment un petit peu de réticence, de défavorabilité vis-à-vis des vaccins. 25%. Les dernières enquêtes qui ont été réalisées, elles remontent notamment à 2021, montrent qu'on est passé sous la barre des 20%. Donc on a une amélioration du sentiment général vis-à-vis de la vaccination. Il y a de moins en moins de gens qui sont réticents. Alors, il faut quand même regarder les choses un peu dans le détail aussi, parce que derrière ça, on se rend compte quand même qu'il y a un creusement des inégalités sociales en la matière, en ce sens qu'il y a un écart entre ceux qui sont favorables à la vaccination et qui sont plus nombreux dans les catégories sociales tout à fait favorisées, et ceux qui sont dans des catégories sociales défavorisées et qui sont quand même dans lequel l'évolution est plus lente ou dans lequel il n'y a pas d'évolution. Donc il y a un écart qui se creuse et il faut y être très attentif parce que les inégalités sociales de vaccination, elles existent. Elles ont été rappelées d'ailleurs durant la Covid et donné lieu à tout un tas de démarches. Peut-être que M. Claplet d'ailleurs nous en parlera. C'est un problème réel qui peut favoriser des épidémies et qui appelle un certain nombre de solutions tout à fait spécifiques. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut quand même mentionner, quand on s'intéresse cette fois-ci non plus à la vaccination en général, donc on est sur les grands principes quoi, en quelque sorte, mais à des vaccins en particulier, on pourrait penser que puisqu'on a atteint des taux de vaccination quand même très élevés, hein, en France, plus de 90%, voire même pas loin de 95% de gens qui se sont vaccinés, que tout ça est extrêmement positif, ça l'est, mais que ça n'a pas laissé de traces. En réalité, une étude que nous avons conduite dans le cadre d'un projet de recherche cet été en 2023 montre que parmi les gens qui se sont vaccinés contre la Covid, il y en a 1 sur 2 qui gardent des doutes encore aujourd'hui sur les vaccins ou le vaccin qu'il a utilisé pour se vacciner. Des doutes sur sa sécurité surtout, mais aussi sur son efficacité, par exemple par rapport au fait d'éviter la transmission de la maladie à quelqu'un d'autre quand on a été soi-même infecté. Et ces doutes, ça n'est pas anodin parce que ça constitue actuellement un frein, nous avons pu le montrer, c'est quelque chose qui sera publié, un frein à l'acceptation à la fois de la vaccination combinée contre la grippe et contre la Covid. Donc on a quand même là, cette fois-ci, ce qu'on pourrait appeler une hésitation spécifique d'un vaccin en particulier qui a des conséquences très pratico-pratiques en termes d'acceptation des vaccins et de comportement de vaccination. Voilà. On voit aussi que sur le vaccin HPV, puisque vous en avez fait mention, on est actuellement sur des niveaux d'acceptation chez les jeunes garçons qui sont extrêmement bas. C'est un petit peu moins bas maintenant pour l'acceptation chez les jeunes filles. Il y a une jeune fille sur 2 qui est vaccinée. Et il y a une campagne qui démarre dans les écoles et donc on va voir comment ça prend. Et c'est un peu trop tôt pour dire quoi que ce soit parce qu'elle vient de démarrer début octobre. Donc on n'a quand même pas encore suffisamment de recul pour savoir comment ça va prendre. Merci Pierre. Finalement, on est encore dans le cas on n'a pas fait venir Roselyne Bachelot, mais on est presque sur H1N1 avec finalement ses conséquences sur le long cours sur la campagne actuelle qu'on est en train de voir pour la grippe où les chiffres, je le rappelle, sont extrêmement bas et pour HPV également. Alors, on va passer aux pratico-pratiques puisque Jean-Jacques est quelqu'un d'ancré dans le territoire et qui est un vrai... moi, j'ai rencontré à la RS PACA donc il y a quelques années et c'est vraiment quelqu'un d'opératif et qui est vraiment mis en œuvre sur le terrain. Et je le remercie encore de prendre du temps parce qu'un DG d'ARS sur un territoire comme ça fait des choses et ça en fait beaucoup. Et donc, finalement, comment réussir à mettre en œuvre, à concilier les grands messages de santé publique délivrés par Franck avec des grandes orientations macro, de quelque chose de plus fin que décrit Pierre au travers des enquêtes et toutes ces conséquences, comment on arrive à faire et à mettre en œuvre, peut-être en s'appuyant sur la démographie des professionnels, mais à mettre en œuvre sur les territoires au plus près en fait. Comment on met cette dynamique et on insuffle cet allant.
Eh ben, bonjour, Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est faire confiance au territoire parce que quand on regarde ce qui se passe, et parfois ça ne se sait pas toujours, eh bien, le virage préventif est pris et ce chemin, on ne l'arrêtera pas. Et au fond, les infirmiers ont un rôle majeur dans la prévention, au moins pour 4 raisons. La première, c'est connu, hein, les infirmiers maillent le territoire, ils sont présents dans pratiquement 99% de notre territoire. Comme le disait très justement Pierre, il n'y a plus beaucoup de professions aujourd'hui hein, qui sont sur les lieux de vie, peut-être des travailleurs familiaux, des aides ménagères, mais les infirmiers, ce qu'on nomme aujourd'hui le aller vers, c'est dans leur ADN. Ils vont vers leurs patients. L'expérience pluripro, je pense qu'elle est acquise de longue date. Et puis le dernier point, il faut quand même le rappeler, c'est que le décret de compétences de 2004, qui s'est adjoint un certain nombre d'apports, je pense à la vaccination, je pense à l'infirmier référent, aux IPA, dont on espère, hein, puisque c'est annoncé qu'il soit toiletté, va permettre de conforter ses compétences en matière de prévention. Pour éclairer ce qui se passe dans les territoires, moi je voudrais donner 7 exemples. Le premier, c'est le déploiement de mon bilan prévention. Ça va démarrer le 24 janvier 2024. Ce sont les Hauts-de-France qui l'ont expérimenté, qui ont d'ailleurs montré hein, que les infirmiers jouent parfaitement leur rôle dans le déploiement de ce bilan prévention, au même titre que les médecins, que les sages-femmes, que les pharmaciens, et qui vont permettre d'offrir à la population, à partir d'un autodiagnostic, eh bien, une réponse. Et c'est la première fois qu'il y aura un temps dédié pour faire un état des besoins, mais surtout après proposer des réponses. Deuxième exemple, c'est la vaccination. Alors, vous le savez, depuis cet été, les infirmiers peuvent prescrire l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal pour les personnes de 11 ans et plus. Et même si on pourrait penser que, notamment sur le HPV, on est peut-être un peu en retrait de ce qu'on espérait, mais c'est la première fois qu'on lance. Et les infirmiers ont joué un rôle. Nous, dans notre région, sans infirmiers, on n'aurait pas pu atteindre au moins les 16% de la classe d'âge qu'on avait ciblée. C'est déjà pas si mal. Troisième exemple, c'est l'éducation thérapeutique du patient. En Bourgogne-Franche-Comté, on a près de 193 programmes d'éducation thérapeutique du patient. Et on a évoqué tout à l'heure l'enjeu de la formation. Eh bien, il y a près de 1600 personnes aujourd'hui qui sont formées à l'éducation thérapeutique. Eh bien, il y a un tiers de ces personnels soignants formés qui sont des infirmiers et 400 infirmiers sur les 1500 qui mettent en place des programmes qui sont des infirmiers. Donc, ils ont un rôle et une place tout à fait majeure. Quatrième éclairage, en essayant d'être le plus concret possible, c'est la contribution des professionnels de santé aux objectifs de la planification écologique. Et nous avons lancé en Bourgogne-Franche-Comté un appel à projet pour voir comment un infirmier pouvait être aussi contributeur. Alors là, on est plus dans une seule santé, mais ils ont un rôle aussi majeur à jouer sur la gestion des déchets, sur le bon usage des dispositifs médicaux et des médicaments. 2 ou 3 derniers exemples, Monsieur le Président. Ça concerne la participation au dispositif de lutte contre les inégalités sociales. On a dit, hein, c'est un puissant déterminant de santé et on le voit dans la matière de vaccination, l'acceptation peut être plus ou moins forte selon les catégories socio-professionnelles. Eh bien, les infirmiers sont au cœur de cette stratégie que nous essayons de déployer avec la création d'équipes mobiles d'infirmiers qui vont aller dans les centres d'hébergement pour les plus précaires, la place de l'infirmier dans les appartements de coordination thérapeutique, dans les lits halte soins santé, dans les lits d'accueil médicalisés, dans un chez soi d'abord, qui marche bien à Marseille et dans d'autres territoires où l'infirmier a toute sa place aux côtés d'autres professionnels de santé, les équipes de liaison pédopsie, les équipes psy précarité. Et à chaque fois, l'infirmier a sa place. Et puis 2 derniers points, bien entendu la contribution majeure à l'exercice coordonné, parce qu'au fond, un projet de MSP, de CPTS, de centre de santé, d'équipe de soins primaires, eh bien il y a systématiquement l'infirmier qui est là présent, et avec de plus en plus dans nos contrats ACI des actions de prévention qui sont portées en matière de maladies chroniques, d'affections de longue durée. Et n'oublions pas l'article 51 et
le déploiement des infirmières asalées, très présents dans notre région, ainsi que les infirmières en pratique avancée. Pour terminer, je dirais que finalement, l'infirmier est un acteur clé de santé publique. Peut-être c'est plus facile pour lui lorsqu'il est dans une fonction salariée, qu'elle soit associative ou en établissement de santé. Parfois peut-être plus complexe, même si l'exercice coordonné aujourd'hui peut l'y permettre. Et puis à un moment donné, je pense que la réforme attendue du décret de compétences qui date maintenant de 20 ans et dont on espère qu'il marquera encore plus la valorisation et la reconnaissance de la prévention pour le métier d'infirmier, devra aussi interroger le modèle économique parce que la nomenclature aujourd'hui des actes professionnels peut-être n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on peut attendre pour valoriser et mettre la place de l'infirmier. Dernier point que je voulais évoquer, ce sont les protocoles de coopération. On en a maintenant presque une dizaine dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, et on voit bien que cette délégation de mission de tâches place l'infirmier aussi, au même titre que d'autres professions. Et au même titre que d'autres professions devront de plus en plus intrinsèquement porter cette dimension de prévention, eh bien, permet de répondre au parcours de soins dans des territoires, et notamment en Bourgogne-Franche-Comté, où c'est compliqué aujourd'hui de trouver un médecin et un médecin traitant. Eh bien, l'infirmier, comme le pharmacien, comme la sage-femme, comme d'autres professions, peut apporter une réponse. Moi, j'ai vu une action très concrète en Haute-Saône, on va dire franchement un territoire super bien doté en professionnels de santé. Eh bien, la prise en charge des angines, avec les tests rapides, avec la réponse qui est apportée, permet, certes, de ne pas avoir d'emblée un médecin, mais très vite un pharmacien ou un infirmier qui va se soigner et qui va être capable aussi d'apporter des réponses de prévention. Monsieur le directeur général, cher Jean-Jacques, merci de tous ces mots parce que je préfère quand c'est pas moi qui dis du bien de ma profession parce qu'on pense que je suis de parti pris. Mais c'était essentiel ces messages d'espoir finalement et ce répertoire, pas à l'après-vert, mais qui montre que le chemin, comme l'a dit Franck, l'a rappelé Franck, le pied dans la porte y est, l'engagement et la dynamique sont prises et de le décliner comme ça sur les territoires, c'est essentiel parce que beaucoup d'infirmiers se disent, ça a été rappelé, moi je ne parle jamais du modèle conventionnel ou du modèle financier, c'est pas mon business, ce sont plutôt les syndicats. Mais de rappeler que là, voilà, on est au changement, il faut accompagner ce changement, mais il faut l'accompagner financièrement, certes, c'est nécessaire, mais également dans les esprits et dans les méthodes et dans la façon de travailler. Ça va passer par la formation, Franck l'a dit, Pierre aussi, mais il faut être confiant dans l'avenir, puisqu'on voit bien que c'est un mouvement qui est pris dans une ARS, et je pense que l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, d'autres ARS sont sur ce pied-là, en tant que référent des DG d'ARS sur la santé publique. C'est la santé publique, ce dont on a parlé là tout le long, tous ces exemples qui sont développés en Bourgogne-Franche-Comté. Donc peut-être que c'est pas assez connu, peut-être que c'est pas assez, et j'espère que tous ces exemples-là, cette matinale, elle sera reprise largement, justement pour montrer, pour faire changer les comportements, parce qu'on sait très bien que la formation, ça aide, mais également l'exemple sert éminemment à pouvoir mobiliser des gens et à les faire changer leur comportement professionnel notamment, et leur regard aussi sur les patients. Merci beaucoup Jean-Jacques et Franck et Pierre de vos éclairages sur cette partie très particulière où on est en train de transformer le système de santé. Un dernier mot Jean-Jacques, avant de quitter? Non, on a parlé aussi de la recherche en soins primaires. Je pense que c'est aussi un vecteur très fort auquel les infirmiers sont invités à s'engager. Oui, c'est vrai que la CNU est en train d'être mobilisée depuis 2019 et qu'il faut absolument, au travers les PHRI et les PHRIP, qui sont gérés par le ministère, puissent être beaucoup plus efficaces et plus mieux connus des professionnels pour que les équipes entières s'engagent et en interprofessionnalité également, comme c'est déjà le cas. Voilà, donc c'est un défi qui est devant nous, finalement, et de diffuser et d'infuser dans ma profession des nouveaux comportements, des nouvelles pratiques, de façon à prendre en charge encore mieux et encore plus tous les patients qui en ont besoin, les ALD, mais pas que les ALD, puisque les rendez-vous de prévention où tous ces professionnels médicaux et non médicaux, pour les infirmiers, auxiliaires médicaux, sont pris au même grade et au même statut, à la même rémunération pour assurer auprès des populations ces rendez-vous.
Merci à tous encore de nous avoir suivis. Merci encore de vos témoignages et de cette volonté, de tout ce qui a été dit pour ma profession et pour qu'on puisse envisager sereinement ce passage de Leroy Merlin et Ikea, comme l'a dit Franck, vers de la proximité et du soin et de la prévention. Merci à tous et bonne journée et bonne soirée. À bientôt.